Alors bonsoir à toutes et à tous. J'arrive pas à me rappeler si j'ai déjà parlé avec Aix-en-Provence. Oui. Ah, donc il faut que je mange du poisson. Alors, on est bien sûr à la veille de Rosh Hashanah. Vous savez que dans n'importe quel type d'événement, en fin de compte, le principal, c'est la préparation. Souvent, les gens, ils se cassent la tête pendant un mariage à visiter des salles et choisir le costume et trouver le photographe, mais ils oublient le principal, c'est-à-dire les éléments qui sont nécessaires pour la perpétuité du couple. Oui, le travail sur soi et la redéfinition de l'amour et la capacité à s'effacer, à se sacrifier. Mais on oublie le principal. Et dans toute chose, c'est pareil. Ben, dans la préparation à la fête, c'est-à-dire l'impact qu'on va recevoir de cette fête, elle dépend entièrement de la préparation qu'on a fait pour pouvoir la vivre. Pourquoi? Parce que c'est une grande question. Est-ce que Rosh Hashanah, en français, ça veut dire, ça se traduit en général, la tête de l'année, le début de l'année. D'accord? Mais on sait que Shana, ça vient du mot Shinui, qui veut dire changement. Pourquoi? Parce que chaque année, elle est différente de l'autre. Donc Rosh Hashanah, en fait, c'est Rosh Hashinui, c'est le début du changement. En plus que cette fête, elle tombe Rosh Chodesh, c'est-à-dire elle tombe le début du mois, le premier du mois, puisque le premier Tishri, c'est le premier du mois. Et pareil, Rosh Chodesh, ça veut dire le début du mois, mais ça veut dire aussi Rosh Hadash. Ça veut dire qu'on a une nouvelle tête. Normalement, on est censé avoir une nouvelle tête chaque jour. Bon, c'est pas évident. Chaque mois, si c'est possible, chaque année, ça veut dire qu'une personne, elle est dans une logique de chidouche, de renouvellement. Pourquoi? Parce que, si vous avez pu le remarquer, même dans les pays ensoleillés, on est tous les jours un peu plus vieux. Bon, dans les pays plus vieux, c'est encore plus fort, mais si on est plus vieux, plus âgé, ça veut dire qu'on a d'autres épreuves, on a une autre réalité, on a des enfants qui grandissent, des parents qui vieillissent, on a le business qui change, on a le couple qui évolue. Donc, en fait, on est condamné à s'adapter. D'ailleurs, en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Vous avez compris que le contraire de l'intelligence, la bonnerie, avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est en fait l'incapacité à s'adapter. Maintenant, pourquoi c'est grave d'être inadapté? Parce que plus on est inadapté, plus on est inadapté. Oui, je vois pas. Par exemple, si vous dites à un enfant, écoute, tu vas au lit, il n'est pas question que tu sortes, et si tu me tiens tête, eh ben, je te déshérite, et je te renvoie, et je te détruis, et je te fracasse. Et l'enfant, il dit, papa, j'ai 26 ans. Déjà? Oui, parce que ça, c'est un des défauts majeurs des enfants, c'est qu'ils grandissent. C'est le deuxième défaut. Le premier, c'est qu'ils nous ressemblent. Ça, c'est insupportable. Mais le fait qu'ils grandissent, ça fait que on est obligé de nous adapter à eux. Donc, tu ne peux pas parler à un enfant de 8 ans comme un enfant de 20 ans. De la même manière, donc ton conjoint, il évolue. De la même manière, tes parents, ils évoluent. Tes employés, ils évoluent. Donc, en fin de compte, on est dans un monde qui évolue, donc on est obligé d'évoluer. Et cette évolution, c'est un effort d'adaptation perpétuelle. Maintenant, cette adaptation, qui demande en fin de compte de grandir, malheureusement, souvent, elle est mal vécue, parce que les gens, ils pensent que grandir, c'est souffrir. C'est la psychorigidité, c'est une notion très très développée, et qu'en fin de compte, le plus difficile dans la vie, c'est la remise en cause. Alors je ne sais pas quel est exactement votre niveau de français, donc je vais essayer de développer, d'expliquer, c'est quoi la remise en cause. Il y a une notion qui s'appelle la cause. Bon, c'est facile à comprendre, c'est la loi de causalité, la cause entraîne la conséquence. Donc vous voyez la conséquence, vous comprenez la cause, vous voyez la cause, vous imaginez la conséquence. Ça c'est la loi de la causalité, c'est la cause. Après, il y a la mise en cause. C'est quoi la mise en cause? C'est que la personne est mise à la place de la cause. Maintenant, vous croyez en Dieu ou non? Oui, non? On est entre nous. Oui. Donc c'est quoi la croyance? La croyance, c'est pas simplement de manger cachère, de faire Shabbat, ça c'est évident, sinon il faut envisager la conversion. Donc c'est quoi la croyance? C'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Le bon Dieu n'est pas un bleu. Il t'a fait un costume sur mesure qui s'appelle la vie. D'accord? Donc ton conjoint, tes enfants, ta communauté, combien tu gagnes d'argent, comment tu te développes, ta capacité à gérer, tes problèmes de thyroïde qui font que quand tu manges une pizza, tu prends 19 kilos. Tout ça, c'est adapté à toi. Maintenant, de l'accepter, c'est une base de Emouna. Non, tu peux refuser. Tu peux refuser. Il y a des gens qui disent oui, c'est pas la vie que je voulais, c'est pas les enfants que je voulais, c'est pas le mariage que j'attendais, c'est pas la parnassa, c'est pas ça, la maison elle se vend pas, le magasin est mal placé. Il y a des gens comme ça que toute leur vie ils se plaignent. Mais je vous dis un secret, le fait de se plaindre n'améliore pas la situation. Rien. Par contre, ça augmente le niveau de Ramma. C'est un acidifiant
qui provoque ensuite l'ulcère et, si Dieu veut, le cancer. D'accord? Donc, pourquoi? Qui est lié simplement à un mal vécu de la réalité. Donc, quand quelqu'un est croyant, c'est-à-dire quelqu'un accepte que la réalité qui est devant soi, elle est adaptée à soi. Et si quelqu'un va dire, bah, si je ne suis pas croyant, bah, de toute façon, on est tous croyants. Les gens ils viennent me dire, vous savez, je suis athée. Vous n'êtes pas athée, vous êtes ignorant, parce que même l'alphabet, vous ne l'avez pas fini. S'arrêter au T. D'accord? Et puis ils ne savent pas, les gens, ils n'ont pas appris. Moi, les gens ils viennent, vous savez, Rav, je ne suis pas d'accord. Je dis, mais combien d'années d'Yeshiva vous avez fait? Il dit 0. Je dis, mais alors c'est l'occasion d'appliquer cette loi extraordinaire du droit de se taire. Bah oui, est-ce que je parle moi de chirurgie, moi? Je connais rien. Est-ce que je parle de... Alors comment tu poses des questions sur la Torah? Bah va étudier, va apprendre. Tu parles de théologie. Genre pourquoi Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi Dieu. Mais déjà ta femme, tu la comprends pas. Tu as des questions sur Dieu, toi. Ta belle-mère, tu as renoncé à imaginer de quelle planète elle est venue. Bon, peut-être la belle-mère, c'est trop. C'est un phénomène. Vous savez que dans toutes les recherches de la Torah qu'on a fait, on n'a pas trouvé que Adam Arishon avait une belle-mère. Mais on a constaté qu'il a vécu longtemps. Donc, chacun tirera les conclusions qui s'imposent. Il a vécu longtemps. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, encore une fois, la Emouna, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Premièrement. Deuxièmement, c'est le fait que c'est impossible de vivre sans croyance. Pourquoi? Parce que c'est quoi la croyance? La croyance, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Donc, si tu ne crois pas aujourd'hui au lendemain, il n'y a pas de lendemain. Vous me suivez ou non? Si tu ne crois pas à l'intelligence de ton fils, tu ne pourras pas lui dire qu'il est intelligent ou lui développer l'intelligence, puisqu'au fond, tu n'y crois pas. Vous me suivez ou... Ouais. Si tu ne crois pas à l'avenir de ton couple, c'est pas la peine d'être gentil, d'être sympathique et de faire un enfant tous les ans. Parce que de toute façon, tu ne crois pas à l'avenir du couple. Donc, en fait, on est condamné à croire. Tu te lèves le matin, tu espères que tu te couches le soir, tu espères que tu vas être vivant le lendemain matin, non? Ou tu écris ton testament tous les soirs? Non, parce que tu crois. Donc en fait, tu es croyant. Ah, les gens disent, non, mais je ne parlais pas de ça, évidemment, que je crois que je vais me lever le matin, je crois que je vais finir mes études, je crois que je vais réussir, je crois que je vais trouver la bonne personne. Tu sais, j'y crois. Eh ben, c'est ça la croyance. Il dit, non, mais moi je parlais de la croyance en Dieu. Ouf, tu as fait des mathématiques, toi? Il dit, oui. Donc il y a un point A, c'est toi. Le point B, c'est ce que tu peux percevoir. Entre deux points, on peut faire passer une droite. Jusqu'où elle va la droite? Jusqu'à l'infini. Alors pourquoi tu l'arrêtes au segment de ta perception, qui en soi n'est pas très grande, pour pas dire nulle? Donc repousse la droite, rallonge la droite, jusqu'à l'infini. Ah, jusqu'où elle va l'infini? Jusqu'où elle va, plus l'infini, c'est quoi l'infini? C'est Dieu. C'est facile à comprendre. Les gens disent oui, pas forcément, on peut avoir une autre lecture. Bon, vas-y, complique, développe, inverse, rigole, philosophie. Mais il faut aller loin. Moi, j'ai eu la chance de réfléchir un petit peu dans ma vie. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des troisième années d'Hippocagne. Donc, j'étais pas spécialement débile. D'accord? Mais j'ai quand même beaucoup analysé, beaucoup réfléchi, beaucoup rencontré des gens très intelligents dans tous les domaines, puisque j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc, j'ai pas le complexe de dire, tiens, monsieur. Non, moi, j'ai fait 15-20 ans d'Yeshiva. Vous pouvez voir sur YouTube les vidéos. Et après, de parler avec des médecins, avec des psychologues, avec des psychanalystes, avec des chercheurs en physique quantique. Les gars, ils te disent, mais écoutez, c'est pas possible, ce que vous nous dites, on vient de le trouver au CNRS. Je dis, moi, ça m'étonne, parce que ce sont des textes qui ont plus de 1000 ans. Le CNRS, vous connaissez le CNRS quand même? Non? Centre National de Relou Sympathique. Donc ça veut dire quoi? Ils sont bons, mais ils sont longs. La vérité, ils viennent de découvrir le téléphone sans fil, alors que nous mettons les téphilines depuis 2000 ans. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire, numéro 1, je suis condamné à croire. Ah maintenant je dis, je crois en l'avenir ou je crois en Dieu, c'est juste avoir l'honnêteté de prolonger la droite jusqu'à plus l'infini. Et si on va dire, j'ai du mal, parce qu'on dit, je ne crois que ce que je vois, que c'est ce principe très connu, qui a été dit par un grand saint d'ailleurs, qui est la seule occasion où la Touma et la sainteté se sont réunies, c'est très rare. Et il a dit, je ne crois que ce que je vois. Donc moi j'avais 14 ans, quelqu'un m'a dit ça, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est pas possible. Comment ils ont pu vendre ça? C'est invendable. Mais il dit, si. Ah, je regardais. Là, je suis là, vous me voyez là? Oui, non. Si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien. Bon, vous me voyez, d'accord. Donc, si quelqu'un me dit, Ria, derrière toi, il y a un billet de 500 €. Il est derrière moi, je ne peux pas le voir, parce qu'il est derrière. Je ne peux que le croire. Ça va? Si je me retourne et que je le vois, maintenant, je ne le crois plus parce que je le vois.
CQFD, ce que fait Dieu. Donc, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Je ne sais pas si c'est la moyenne d'âge ou les grossesses multiples qui peuvent provoquer des trous dans le mental, ce qu'on appelle les mentales. Non, ne vous gênez pas, mettez-vous à l'aise. Ça s'appelle de la rigolothérapie. Il faut se faire du bien. Par contre, si quelqu'un trouve un verre d'eau, ça m'éviterait de m'étouffer en plein milieu de la parole. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'en fait, on a dit, c'est que la Emouna, c'est l'espace que je crée dans mon présent pour que mon futur existe. C'est un peu comme des wagons. Vous avez des wagons qui sont accrochés l'un à l'autre. Maintenant, le wagon numéro 3 ne peut avancer que parce qu'il est accroché au wagon numéro 2. Donc, si dans le numéro 2, je n'ai pas créé un espace pour accrocher le numéro 3, eh ben le 3 n'avancera pas. Donc, croire, c'est quoi croire? Croire, c'est être capable de s'investir dans une chose qui ne se voit pas. Ça s'appelle croire. Sinon, ça s'appelle voir. Ça va? Maintenant, la confiance, ce qu'on appelle en hébreu le bitachon, en latin, c'est confiance, avec foi. Et la foi, c'est la capacité de s'investir dans des choses qui ne se voient pas. Maintenant, si tu n'es pas capable de t'investir dans des choses que tu ne vois pas, tu ne peux pas vivre, parce que 99% des choses, tu ne les vois pas. Tu ne vois pas l'avenir, tu ne vois pas le résultat, tu ne vois pas la garantie du résultat, tu ne vois pas quel va être ton avenir, tu vois, personnel. Donc, comment tu peux t'investir? Donc, tu es condamné à croire. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? On a un passé, on a un présent et on a un futur. Maintenant, en vérité, les trois sont une illusion d'optique. Ben oui, parce que le passé, c'est du présent. À une époque, le passé, c'était du présent. Maintenant, pourquoi on l'appelle passé? Parce qu'il est passé. En fait, c'est un passé, c'est un présent passé. Ça va? Le futur, c'est du présent. C'est du présent à venir. Donc en fait, le futur aussi, c'est du présent. Et le présent, c'est du présent. Donc en fait, le passé, c'est du présent. Le présent, c'est du présent. Et le futur, c'est du présent. Maintenant, je vous pose une question. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Si on dit que le présent passé s'appelle passé parce qu'on l'oublie, mais qu'en fait, il est encore présent. La preuve, quand tu es dans l'ascenseur avec une personne qui t'a fait souffrir, tu te retrouves avec les mêmes sueurs, avec les mêmes peurs, alors que ça fait 22 ans, chérie, plus 14 ans de thérapie. Alors, donc si, attention, si le passé est encore présent malgré qu'il est passé, qui dit que le futur n'est pas déjà présent alors qu'il n'est pas encore arrivé? Je sais, c'est pas évident. Si vous vous entraînez à devenir intelligent en regardant Cyril, c'est pas évident. Mais si vous utilisez votre cerveau pour autre chose que pour digérer, parce qu'il y en a qui gèrent, il y en a qui digèrent. Alors je répète la question. Si le présent qui est passé, il est encore présent, alors qui dit que le futur, il n'est pas déjà présent? Alors, je sais ce que vous allez me dire. Non mais attends, faut pas dire n'importe quoi. Le passé, il peut encore être présent parce que il a existé. Mais le futur, il n'a pas encore existé. Alors comment il peut être déjà présent? Alors je vous donne un élément. Bon, en fait, c'est une formulation interrogative qui vous invite à écouter ma réponse. Parce que premièrement, je suis marocain. Deuxièmement, il n'y a qu'une seule vedette ici. Non, je rigole. Donc, ça veut dire quoi? Peut-être que j'aurais dû commencer par le début. Donc c'est quoi l'idée? Alors, je vous raconte cette histoire. C'est une anecdote. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je sais qu'elle est vraie parce que c'est moi qui l'ai vécue. Donc, j'étais en classe de première, juste avant la phase terminale, pour ceux qui ont fait la scolarité. Et moi, je ne faisais rien à l'école. Je ne faisais rien. Quand je dis je faisais rien, c'est que je faisais pas, j'avais pas une attitude scolaire. Par exemple, quand le prof de français, il donnait un commentaire de texte et qu'il demandait qu'on l'écrive, moi j'écrivais pas. Parce que moi je voyais que le prof, sans préparer le texte, il arrivait à analyser le texte. Donc j'ai compris qu'il avait des filtres. Donc j'ai passé 3 mois à trouver les filtres qu'il utilisait pour analyser le texte, pour être capable d'analyser n'importe quel texte sans connaître le texte comme lui. Parce que le but c'était pas de finir le bac français, c'était d'être prof de français à la fin de l'année. Vous me suivez? Et tu fais ça dans chaque matière. Alors, c'est pas scolaire, mais c'est efficace. C'est bien. Après, maintenant, il faut avoir la force de dire je vais le faire. Alors que c'est tellement plus facile et plus confortable de suivre la scolarité. Et dans confort, il y a fort. C'est pas grave.
Bon, alors maintenant, donc le prof de français, qui est aussi prof de philo, il me dit, Ben Chetrit, le passage en terminale est compromis. Je lui dis, qui vous l'a promis? Moi, il n'a pas voulu me répondre. Il me dit, ben, vous devriez vous angoisser pour l'année prochaine. Je dis, c'est impossible. Il m'a dit, pourquoi? Parce que vous voyez, cette année, je suis en première. À un moment, j'étais en troisième. Quand mon petit frère qui est en troisième, il me dit, oh ouais, le prof, il nous a donné une rédaction. Moi, je rigole parce que je fais des dissertations. Donc, le recul que j'ai par rapport à la rédaction, grâce à la dissertation, fait que je ne peux pas m'angoisser de la rédaction. Vous me suivez ou non? D'accord. S'il me dit, ouais, le prof, il nous a donné un problème vachement compliqué, il y a un robinet qui coule et tout, je dis, nous, on fait des fonctions, des logarithmes du troisième degré. Donc, je ne vais pas m'angoisser des problèmes de troisième, puisque j'ai déjà passé. Vous me suivez ou non? Maintenant, le recul qui est donné par le temps qui passe fait que je ne peux pas m'angoisser d'une chose qui est déjà passée. Maintenant, pour moi, j'ai dit, cette année, je suis déjà l'année prochaine. Cette année, je suis l'année prochaine. Donc, cette année, c'est l'année dernière. Donc je dis, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine, puisque je suis déjà l'année prochaine? Ça va? Alors il m'a répondu, mais vous n'êtes pas l'année prochaine. Je dis, ah bon, et qu'est-ce qui me sépare de l'année prochaine? Et comme je savais qu'il était prof de philo, c'est moi qui ai posé la question. C'est que celui qui pose la question, il maîtrise la réponse. Les gens, ils croient qu'ils sont libres de répondre. Mais c'est faux, parce que celui qui pose la question, déjà, il oriente la réponse. C'est ce qu'on appelle un PAC en philosophie. Un piège à... C'est pas grave. Alors, donc, je lui ai dit, ah bon, et qu'est-ce qui me sépare de l'année prochaine? Il m'a dit le temps. C'est le prof de philo. Si c'était gynéco, il aurait répondu autre chose. D'accord. Donc, je lui ai demandé, qu'est-ce qui me sépare de l'année prochaine? Il m'a dit le temps. Et moi, bien sûr, je l'ai attrapé, maintenant je l'ai ferré. Je lui ai donné le verre, il a mangé le brel. Comme si un poisson, il ne se demandait pas, mais qu'est-ce qu'il fait un verre là? Donc, moi, je l'ai ferré, tac. Je dis, non, c'est pas le temps qui me sépare de l'année prochaine. Je lui dis, si j'étais une pomme qui avait besoin encore de 4 mois de maturation sur l'arbre, j'aurais compris que c'est le temps qui me sépare de l'état de pomme mûre. Si j'étais une tarte crue qui a besoin de 40 minutes de cuisson, j'aurais compris que c'est le temps qui me sépare de l'état de tarte cuite. Je lui dis, mais comme je suis ni une pomme, ni une tarte, je suis une personne, ce qui me sépare de l'année prochaine, ça n'est pas le temps. Genre, je vais attendre, le temps va passer, je vais devenir quelqu'un d'autre. Mais non, ce qui me sépare de l'année prochaine, c'est la maturité. Et si j'ai cette année la maturité de l'année prochaine, je suis déjà l'année prochaine. Et si je suis l'année prochaine, cette année, c'est l'année dernière. Donc comment voulez-vous que je m'angoisse d'un truc cette année que je vais déconsidérer l'année prochaine, puisque en étant déjà l'année prochaine, cette année, c'est l'année dernière. Voilà. Bon, il a bugué. Hein. J'ai senti le cerveau qui a bloqué. Il y a une odeur de brûlé. Bah oui, parce qu'il y a un gosse de 17 ans qui remet en cause un gars de 42 ans, prof de philo, ils n'ont pas l'habitude. Les pauvres, ils croient à la hiérarchie, les pauvres. D'accord? Alors que l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation. Donc quand tu augmentes les challenges, tu augmentes l'adaptation, donc tu augmentes la maturité. Maintenant, toi, tu peux décider d'avoir une expérience par jour ou d'en avoir 300. Si tu en as 300 par jour, à la fin de l'année, tu en as 3000. Un stromon, ce qu'on appelle. Ou non. T'attends comme ça. Il y en a qui attendent le bus, il y en a qui attendent le prince charmant, et il y en a qui attendent l'intelligence. Ça va venir. Dibli Neder. Ça vient pas, tu te casses la tête, tu te déchires. Tout quand le prof de maths, il donnait 4 exercices, nous on faisait 80, nous des malades, on achetait des livres. Vous suivez ou non? On faisait on prenait l'étudiant, vous vous rappelez l'étudiant, le journal l'étudiant du monde là? On prenait tous les annales du bac de français, les sujets, on les faisait au début de l'année de seconde. Ça sert à rien, bien sûr que ça sert à rien, juste d'être à l'avance. Or, rappelez-vous que celui qui arrive à l'heure, c'est pas celui qui arrive à l'heure, c'est celui qui part à l'avance. Mais c'est quoi la grande frustration de la vie? C'est d'arriver à la gare et de voir le train partir. T'arrives comme un fou pour prendre le train de 8h17, t'as ta valise, regarde le frigo. Ta femme, elle a mis d'autres trucs dedans, je sais pas, elle fait un trafic de cailloux, tu sais pas, ouais. Tu arrives à la gare, et évidemment, tu tombes sur le quai où il n'y a pas d'escalator. Tu te retrouves en face de la falaise de la mort, les escaliers. Tu arrives en haut, épuisé en sueur, avec un bras qui s'est allongé de 25 cm, et tu vois le train partir. Les nerfs. Tu attrapes le contrôleur, tu dis, écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi, monsieur. Avec la SNCF, c'est possible? Eh ben là, c'est pas possible, d'accord? J'ai un billet pour le train de 8h17. Il est 8h17. Où est le train? Ben, le gars, voilà. On voit la queue du train encore. On se comprend pas. Je suis dans la gare. Le train, je suis sur le quai de ce train-là. J'ai un billet pour le train de 8h17.
C'est annoncé sur l'horloge de la SNCF, 8h17. Où est le train de 8h17? Il dit oui monsieur, il est parti. Parce que le train de 8h17, je m'excuse, il part à 8h17. Vous me suivez vous? Donc si tu viens à 8h17, tu rates le train. Donc pour être à l'heure, il faut venir à l'avance. Ça s'appelle l'anticipation. Ça s'appelle les Zéouchacham Arouatanolat, qui est le sage, celui qui voit l'avenir. Mais si toi tu t'attends à trouver le présent, présentement au présent, mais tu es déjà dans le passé, Baba. C'est trop tard. Il faut anticiper. Maintenant, il y a des gens, ils arrivent tellement en retard. C'est pas le train qui est parti, c'est la gare. Ils arrivent, ils disent, mais attends, c'est pas possible, c'est marqué place de la gare, il y a une station essence. Ils voient un petit vieux assis comme ça, qui a l'habitude, qui rigole. Il dit, monsieur, mais j'ai un train à prendre, où est la gare? Il dit, monsieur, la gare, elle a été fermée depuis longtemps. Il dit, mais enfin, c'est pas possible, regardez, voici, j'ai un ticket, voilà, on est le 17, bien sûr, le 17, septembre 2009. Ah non, on est en 2019. Oh, j'ai dû dormir longtemps alors. Ah ouais, ça s'appelle le coma. Ils se réveillent comme ça, ils voient que leurs enfants ont grandi, que leur femme est partie, ils veulent arranger leur couple 4 ans avant le divorce. Ils lisent les livres de Françoise Dolto quand les enfants ils ont atteint la quarantaine. Je dis, mais t'étais dans le coma ou quoi? Des gens, tu les vois comme ça, ils ont l'air réveillés, hein. Ils travaillent, ils mangent, ils dorment, ils te répondent, mais en fait, ils dorment. À l'intérieur, ils dorment. Oh. En fait, ils sont débranchés. Ils sont débranchés de la réalité. Ah, c'est pas possible. Écoute, je lui parle, ils me répondent. Vous savez quelle est la différence qui existe entre un ventilateur et une chaîne IFI? Non? Sortez un petit peu. Toujours la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Orthodoxe. Eh bien, c'est très simple. C'est que la chaîne IFI, quand vous enlevez la prise, la musique s'arrête tout de suite. Mais le ventilateur, c'est très vicieux. C'est que quand vous enlevez la prise, il continue à tourner. Donc tu crois que ça marche. Tu sais, il y a des couples, ils viennent dire, oui, ça va être, c'est fini, ça y est, on se quitte, on se divorce. Tu crois quoi ce matin? Non, ça fait 15 ans que ça pourrit. Un cancer, ça fait 15 ans pour se mettre en place, vous savez ça. Un couple, c'est pareil. Ça dégénère au fur et à mesure. La relation avec quelqu'un, c'est pas en un coup. Mais le malheur, c'est l'illusion d'optique du fait que ça continue à tourner. Donc il y a certains couples qui continuent à tourner, bien quand on les a débranchés, ça veut dire que le courant ne passe plus depuis longtemps. Mais c'est quoi le secret? N'enlève jamais la prise. N'enlève pas la prise. Maintenant, il y a des menteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la prise. Mais ils ne disent pas qu'ils ont enlevé la prise. Comme des fois, ils m'appellent, une téléphone, ils disent, Ramèche, voilà, écoutez, j'ai un problème, je n'aime plus ma femme. Je dis, depuis quand? Ce matin. Je suis comme ça vous est arrivé. Oui, je l'aime pas, je l'aime plus, j'ai plus de sentiments. Alors, est-ce que je dois sacrifier ma vie? J'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit de refaire ma vie. Bon, 70 ans quand même. Hein. Bon, alors, mais je peux plus l'avoir, mais c'est peut-être un problème d'âge. Hein. On s'entend plus, bah, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Je dois me sacrifier? Alors, je dis, JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire je normal au carré. Avant d'arrêter de l'aimer, comme tu dis, genre il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de passion, je ne ressens plus rien. Avant d'arrêter de l'aimer, t'arrêter de l'admirer. Comment voulez-vous que je l'admire? Elle a grossi, elle est bête, elle comprend rien. C'est que la baisse des valeurs boursières n'est pas qu'une notion financière. C'est pas grave. Il faut que j'aille vraiment plus doucement. Là. C'est la température, l'altitude. Vous n'entendez pas bien? C'est vrai? J'ai besoin de savoir si... Vous avez un cerveau. Je veux dire, si vous réfléchissez. Non, j'exagère. Mais si peu. Donc, ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que avant d'arrêter d'aimer, vous avez arrêté d'admirer. C'est vrai. Et avant d'arrêter d'admirer, vous avez arrêté de respecter. Ah bah oui, parce que dans ta tête, tu dis, elle est bête, elle est idiote, elle comprend rien, elle est lourde, de toute façon, toute sa famille, cette race de menteurs, de voleurs. Or, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que le respect, en résumé de résumé, parce que je ne vais pas rester une semaine, c'est le droit d'être que vous donnez à l'autre. Par exemple, moi, vous me respectez. Pourquoi? La vérité, je ne sais pas. D'accord? Mais bon, vous me respectez. Pourquoi vous me respectez? Parce que vous êtes intéressé par mon discours. Donc en fait, vous me donnez un espace de existence dans notre rapport de coexistence.
Donc vous, entre guillemets, vous allez exister un peu moins pour que moi, j'existe un peu plus, pour que vous profitiez de mon existence à moi, pour peut-être vous exister à nouveau. Vous suivez ou non? Parce que le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Donc les parents qui existent pour leurs enfants, les enfants vont exister pour eux. Quand vous existez pour votre entreprise va vous rendre des bénéfices. Et quand vous existez pour Dieu, Dieu existe pour vous. Ça s'appelle l'effet miroir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu respectes quelqu'un, il va te donner le meilleur de lui-même, puisque tu l'encourages à être. Donc le conjoint, quand tu le respectes, il te donne le meilleur de lui-même. Quand il te donne le meilleur de lui-même, tu admires ce que tu reçois, puisque c'est magnifique, puisqu'il te donne le meilleur. Ça va? Et quand tu admires quelque chose, il se passe un phénomène chimique naturel qui s'appelle l'identification. Donc tu vas vouloir t'identifier à faire avec la personne que tu admires. Or, identifier, c'est un, et un, c'est quoi? C'est Echad, et Echad, c'est la même valeur numérique que Ahava. Donc c'est l'amour. Donc en fait, les gens qu'on aime, c'est avant tout des gens qu'on admire, et les gens qu'on admire, c'est avant tout des gens qu'on respecte. Donc il y a une espèce de malhonnêteté, ce qu'on appelle en psychologie le taux de FTG, c'est-à-dire le foutage de gueule, d'accord? Que quand tu viens chez moi et tu me dis je l'aime plus, en vérité t'es malhonnête, parce que tu as commencé par ne plus admirer, tu t'es pourri l'image, et avant ça, tu as arrêté de respecter. Maintenant, quand tu respectes ton travail, eh ben, tu vas admirer ton travail, tu vas aimer ton travail. Oui, quand tu vas respecter ton prochain, eh ben, tu vas admirer ton prochain, tu vas vouloir aimer ton prochain. Eh ben, quand tu vas respecter Dieu, eh ben, tu vas admirer Dieu et tu vas aimer Dieu. Et dans tout, c'est pareil. C'est comme une science. Je vois les gens qui disent « Oh, c'est la Torah, ça ne m'accroche pas. » Mais tu ne l'as pas étudié. Moi, aux toilettes, je vais lire des livres de physique quantique. Bon, premièrement, parce que ça peut aider. Et deuxièmement, parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que je vais dire « Oh, c'est pas de la Torah, c'est débile, c'est n'importe quoi. » Mais tu rigoles. Des notions de Kabbalah incroyables que tu perçois. Vous savez qu'en physique quantique, une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience qu'on en a. Vous savez ça? Et que quand vous observez une réalité, elle s'arrête. Mais ça, dans la Kabbalah, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de notions très éthérées, d'accord, qu'on perçoit comme ça. Donc maintenant, pourquoi tu vas voir la beauté de la science? Parce que tu t'y intéresses. Comment tu vas voir la beauté de l'autre? Parce que tu t'y intéresses. Le problème, c'est les filtres. Comme les gens qui ont des filtres sur leurs parents. De toute façon, il m'a pas aimé, de toute façon, il me saoule, il m'empêche de vivre, il m'empêchait de m'épiler quand j'avais 8 ans. Mais enfin, chérie, t'étais trop jeune. Donc, ils ont des filtres, des complexes, des malaises, des paranos, des souffrances, des douleurs, des bonneries. Bah oui, parce que la vérité, je ne sais pas quel est votre mode de référence à vous, mais quand on est dans l'essentiel, on n'est pas dans le superficiel. Mais quand on n'est pas dans l'essentiel, on est dans le superficiel. Or, superficiel, ça vient de superficie. Superficie, c'est extérieur. Maintenant, tant que tu es dans la perception extérieure des choses, ne t'étonne pas que tu rates l'essentiel. Et si vous allez dire, c'est pas grave, parce que beaucoup de superficiels peuvent compenser un manque d'essentiel. Ça se voit à la télé, ça s'appelle la consommation. Genre, tu crois que tu es heureux parce que ton caddie, il est plein. C'est comme si quelqu'un, il a 113 milliards d'euros, il est riche ou non? 113 milliards d'euros dans un compte courant, accessible en liquide, à tout moment. Il est riche? Oui, non, oui, non, oui. Mais il a un seul défaut, il est mort. Chidioke, il est mort. Mais il a 113 milliards, ok? Il a 14 Aston Martin. Il a un Falcon. Sa montre, elle coûte 200 000 euros. Ça va? C'est bien pour lui, c'est bon pour lui, ça va? Oui, ok, mais il est mort. Oui, mais ça, c'est un détail. C'est exactement pareil. Maintenant, qu'est-ce que ça sert d'avoir 1500 mètres carrés habitables face à la mer avec un yacht en bas, quand ta femme, elle dit, je peux plus voir ta gueule? À quoi ça sert d'avoir une belle famille avec des amis et tout ça, si ton mari te dit, écoute ma chérie, juste une chose à te dire, je t'ai jamais aimé. Dis-moi, c'est pas grave, j'ai des habits Dior et j'ai un sac Chanel à 25 000 euros avec un diamant en dessous. Moi, je connaissais une personne qui travaillait chez Chanel, on disait enfin un sac avec un diamant en dessous. C'est beau. C'est des fois que les gens ils se baladeraient comme ça, avec des miroirs, pour regarder en dessous les sacs. Non, mais d'imaginer que les gens, ça peut les intéresser, c'est débile. Mais s'ils le font, c'est qu'il y a des gens qui l'achètent. Ça fait un taux de débilité, mais alors là, on est loin. Là. On a presque atteint les records. Hein, vraiment. Donc, c'est quoi cette idée? Cette idée, c'est que
on a en face de nous une tentation extraordinaire qui s'appelle la superficialité. On a en face de nous une tentation extraordinaire qui s'appelle l'extériorité, qui s'appelle la matérialité. Mais d'un autre côté, on a l'intériorité, on a l'essentialité, on a la spiritualité. Alors si vous réfléchissez pas, je ne sais pas quelle lecture vous avez de la religion, mais c'est quoi la religion? En vérité, la religion, ce sont les règles qui permettent d'utiliser des repères voyants pour se déplacer dans un monde invisible. Vous suivez ou non? Les tefilines, c'est quelque chose de réel. Mais quand tu les mets, tu as bien compris que ce n'est pas pour prendre l'attention. Donc, c'est pour agir dans un monde invisible. Le mikvé, c'est pas pour te laver, tu as une salle de bain à 32 000 euros. Donc, c'est pour la spiritualité de la pureté. Ok, la femme, elle a un seul défaut, la femme, vous le savez. C'est qu'elle est belle. Ah, ça, vous dites pas non. Hein. Un très grand rave qui s'appelait Mziana, si vous l'avez connu. Non? Le rave Mziana. Vous ne comprenez pas non plus l'arabe. C'est que le ministre de l'Intégration nous oblige à en dire moins 50 mots par mois pour aider la France de demain. Donc ça veut dire quoi? D'accord. Donc ça veut dire quoi? Comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est quoi l'idée? Restez calme. Non, j'avais près de 32 000 blagues d'avance, donc n'essayez pas d'anticiper la prochaine. Je sais. Même Boujna, il a dit si Ben Chetrit il fait des spectacles, nous on va vendre les tickets. Donc ça veut dire quoi? Bon, je les relaisse, on ne peut pas tout prendre là, donc ça va. On a déjà les limites, on ne va pas prendre les limites. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, je ne sais plus de quoi je parlais. Vous deux, vous suivez là. De quoi? Non mais avant ça. Ah oui, la femme n'a un seul défaut, c'est la beauté. Donc quand un homme se marie, il se marie aussi pour la beauté de sa femme. Le problème, c'est que la beauté, malheureusement, elle est extérieure. Ce qu'ils appellent les midotes en hébreu. Les midotes en hébreu, ça veut dire les qualités morales, mais ça veut dire aussi les mensurations. Donc quand on te dit, vous savez, elle a des très belles midotes, si on pouvait les chiffrer, 60, 90, 60, ouais. Ou non. Tu dis non, je parle des qualités morales. Et si vous allez dire, bon, ça ne veut rien dire, je sais très bien que ma femme est une personne, ne le prenez pas mal. Hein. Mais la femme, elle est tellement belle qu'on met des années à comprendre qu'elle n'est pas un objet. Même les goïms, ils disent l'objet du désir. Après, toi, c'est toi comment tu te sens dans le rôle de la tarte qu'il va dévorer. C'est pour ça que la Torah, elle a dit que la femme mariée, pendant 15 jours, elle est interdite. Parce que toute la période de Nida, la femme est interdite physiquement. Mais tu as le droit de parler, tu as le droit de lui dire que tu l'aimes, tu as le droit de la respecter, tu as le droit de tenir compte de son avis, tu as le droit de passer du temps avec elle, tu as le droit de la considérer, tu as le droit d'investir, tu as le droit de la comprendre, mais tu n'as pas le droit de la toucher. Parce que la magie du toucher génère chez l'homme un phénomène, c'est que quand ça marche en bas, ça marche plus en haut. Ce qu'on appelle un transfert des hémisphères. Il devient baha. Et les femmes qui sont intéressées par le regard extérieur de l'homme, elles-mêmes, elles perdent leur cerveau. Par exemple, si vous avez lu le livre de Claudia Schiffer, non? Ben, elle ne l'a pas écrit. J'ai lu un saint qui a écrit un bouquin, toi. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu es d'accord de n'exister que dans le regard de l'autre, ce qu'ils appellent aujourd'hui la sensualité, et qu'à l'époque on appelait la superficialité, automatiquement tu perds le droit à l'intériorité. C'est pour ça que la pudeur, en fin de compte, c'est quoi la pudeur? C'est le droit à l'intériorité. Moi, par exemple, vous me voyez, j'aurais pu venir avec un costume fondu, ou là un décolleté, une chemise à fleurs sur mon torse poilu, avec un high. Non, je suis venu habillé. Pourquoi? Écoutez bien, parce que ce que j'ai à dire est plus important que ce que j'ai à montrer. Une fois, une femme, elle est venue, elle a écouté mon cours sur la pudeur. Elle m'a dit, je suis pas du tout d'accord avec vous. De toute façon, j'ai rien à cacher. Je dis, non, madame, si vous avez rien à montrer. On a rarement vu une vache qui avait de la pudeur. Et si vous allez me dire, vous me comparez avec une vache, je dis non, mais d'un autre côté, vous vous sentez comment quand les hommes autour de vous ils disent, oh la vache. Oh la vache, tu l'as vu celle-là? Oh la vache. En plus, elle s'appelle Marguerite. Prédestinée.
quand on sait que l'amour est dans le pré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, si toi, t'as choisi de donner la priorité au regard, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'existes que dans ta partie extérieure. Donc quand tu es pudique, tu prouves que ton intériorité est prioritaire sur ton extériorité. C'est pour ça que la loi de la pudeur touche aussi les hommes. Et c'est 5% un problème d'habit, et le reste, c'est un problème de conduite et de comportement. Est-ce que tu es pudique ou non? Maintenant, quand tu es pudique, la partie cachée, ouais, elle est plus importante que la partie voyante. Et dans tout, c'est pareil. Dans tout. Dans la psychologie, tout le monde sait que ce qu'on ne voit pas, c'est plus important que ce qu'on voit. Dans ce que tu dis, ça n'est que le reflet de ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est beaucoup plus grand que ce que tu dis. Vous connaissez le dialogue du sourd, de père-fils? Non? Vous n'avez pas écouté des cours à moi? Le père, il dit à son fils, fais ça. Évidemment, le fils, il faut autre chose. C'est normal. Tout le monde sait que le fils est ingrat, même quand il est maigre. D'accord? Donc, il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Alors, le fils dit, justement, j'ai fait ce que tu as dit. Alors, le père, il dit, oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Alors, le fils, il dit, oui, mais en disant ce que tu dis, tu m'as induit en erreur. Parce que moi, je croyais que ce que tu as dit, c'est ce que tu voulais. D'accord? Mais si tu m'avais dit ce que tu veux, moi, j'aurais fait ce que tu veux. Mais comme tu m'as dit ce que tu as dit, j'ai fait ce que tu as dit. Alors, le père, il dit, mais tu sais très bien ce que je veux dire. J'ai pas besoin de te le dire. Alors, pourquoi t'as parlé? Il fallait te taire et j'aurais été imaginer ce que tu veux. Ouais, ce dialogue de sourds. Mais c'est pareil dans les conjoints. Combien de malentendus? Combien de stress? Combien de mauvaises interprétations? C'est ce que c'est la confiance dans un couple? C'est pas de ne pas imaginer Hazé Shalom que l'autre il a été dans Mirailleur. Non, c'est que quand l'autre te fait une remarque, tu ne le prends pas comme un reproche. Je sais, vous allez dire, mince, ça fait 32 ans que j'attends ce moment. Oui, 32 s'élève. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus la guéguerre, il n'y a plus toi, moi, ta race, ta famille, ta mère, il n'y a pas. Et c'est vrai, les gens ils sont tout nus dans le même lit et ils n'arrivent pas à parler. Alors je rappelle que communication, ça vient de commun et commun c'est comme un. Maintenant, comment tu t'étonnes qu'on n'a rien en commun alors qu'au fond on n'a rien mis en commun? Alors en comme deux, en comme trois, on verra, mais en comme un. Voilà. Maintenant, de la même manière que tu communies, Elvis, il me regarde depuis tout à l'heure, que de la même manière que tu communies avec ton conjoint, tu communies avec Hachem, mais tu communies avec toi. Moi, je vous dis, hein, les gens qui n'arrivent pas à percevoir l'intériorité des autres, c'est souvent des gens qui n'ont même pas compris qu'ils en ont une. Quand vous prenez une clé USB, par exemple, et vous la mettez dans l'ordinateur, il y a des choses qui apparaissent sur l'écran. Pourquoi? Parce que l'intériorité de l'ordinateur est compatible avec les fichiers qui sont sur la clé USB. Ça va? Mais si vous prenez, je sais pas moi, une clé USB et vous l'enfoncez dans un gigot de bœuf et que vous branchez un écran sur le gigot, est-ce que quelque chose va apparaître sur l'écran? Non, mais c'est impossible. À l'époque, avec 512K, on faisait marcher un ordinateur. Maintenant, avec un gigot, c'est-à-dire 2 gigas, on devrait pouvoir faire marcher. Tu dis, mais pas du tout, mais pas du tout. Parce que le fichier, comme son nom l'indique, source de problème, c'est pas grave. Vous êtes complètement blata. Mais alors là, je crois que vous êtes référencé sur blata.com. Allez voir si vous êtes dans la liste. D'accord? Donc, quand vous mettez la clé USB, elle est lisible par l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'elle a un système intérieur compatible avec les données numériques qui sont dans la clé USB. Maintenant, si toi, tu as de l'intériorité, tu peux entendre l'intériorité de l'autre. C'est pour ça que la Gemara dit à Shomer Sodot, Megalim lo Sodot. Celui qui garde les secrets, on lui révèle des secrets. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui te jurent sur la tête de leurs enfants qu'ils n'en parleront pas, et tu leur dis un secret, 10 minutes après, toute la ville est au courant. De la radio pirate, tu dis, c'est pas possible, le mec, c'est un emailing. D'accord? Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce que comme il n'a pas de compatibilité avec les choses de l'intérieur, donc il n'arrive pas à les contenir, donc elles ressortent. Et en plus de ça, que comme il n'a pas d'intériorité, du coup, il devient vendeur au marché noir de l'intériorité des autres. Donc les gens qui n'ont pas de vie personnelle ne peuvent que s'intéresser à celle des autres. On a même créé des journaux spécialisés en psychologie pour ça s'appelle des popoles. Des people. C'est des gens qui veulent savoir si la princesse Kate, c'est un homme.
Ils veulent savoir si Brad, il est aussi pitre qu'on le dit. Ça les intéresse, d'accord? C'est tellement ils ont rien à foutre de leur vie, rien. Parce que normalement, si tu as une femme, 4 enfants, une religion et un peuple, tu as déjà de quoi pas dormir la nuit. Parce que chaque enfant, c'est une galaxie. La femme, Bichlal, c'est un épiphénomène. Le mari, alors carrément, c'est un ovni. Donc comment vous faites pour avoir du temps pour passer 3 heures devant la télé, 4 heures sur les petites infos d'Internet et 2 heures aux toilettes à lire des journaux intellectuels du genre Public, Closer, enfin vous voyez tous les journaux qui sont faits pour, en fin de compte, pour aider le transit, d'accord? Ce qu'on appelle des journaux laxatifs. Mais c'est ça l'idée. C'est vrai, quand tu l'as lu, tu dis « Oh, mais j'ai vraiment perdu mon temps », mais tu le lis quand même. Tu dis « Ça m'intéresse quand même. » Ouais, c'est un peu sympa de connaître un peu sur tout. Mais tu t'assois 2 minutes, tu prends ta femme par la main, tu dis « Mon amour, je t'aime ». Bon, déjà, elle se demande si tu n'as pas une idée derrière la tête. Donc c'est pas normal, ça veut dire qu'il y a une espèce de conditionnement par le silence qui a fait que la parole devient intéressée. Ça va? Non, je vois qu'ils réagissent, mais on verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? T'es fatigué? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. Alors pourquoi je vous ai parlé du couple et des enfants En vérité, pourquoi? Et de soi-même. Parce que si on réfléchit, toute la relation qu'on entretient avec Dieu, en fin de compte, elle n'est que la résonance de la relation qu'on entretient avec l'autre, qu'on entretient avec la réalité, qu'on entretient avec la nature. C'est la même chose. De la même manière que tu ne peux pas éduquer l'enfant qui est devant toi tant que tu n'as pas éduqué l'enfant qui est en toi. Et l'enfant, c'est quoi? C'est un potentiel en devenir. De la même manière que toi, tu as un potentiel en devenir. Maintenant, le devenir de ton potentiel, il existe seulement quand tu es conscient du potentiel. Maintenant, si ton jeu extérieur, qui est l'extériorisation de ton être, il n'est pas en équivalence avec ou la résonance de ton jeu intérieur, qui est ton potentiel, tu as un vrai problème. C'est que tu n'existes pas. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Maintenant, tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne si toi, au fond de toi, tu sais que tu es personne. Et ne dis pas, oui, on ne me rappelle pas, on ne me respecte pas, j'ai l'impression d'être invisible. Mais toi, au fond, est-ce que tu as développé ton côté personnel? La Gemara a dit que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 7 milliards de personnes dans le monde qui ne se ressemblent pas. Oui, non. Non, c'est faux. Ne se ressemblent pas que les gens qui ont exprimé leurs différences. Les autres, c'est des consommateurs. Ils sont tous pareils, comme les bouteilles de Contrex. Maintenant, le problème, c'est que pour ça, il faut dire la vérité. Mais si là, personnellement, ce qu'on dit en français, personnellement, ouais. Et c'est quoi mentir? Encore une fois, mentir, c'est être inadapté. Inadapté, pourquoi? Parce que je n'ai pas projeté mon être à l'extérieur. Mais pour le projeter, il faudrait d'abord que je reconnaisse que j'en ai un. Numéro 2, que je le maîtrise assez pour l'accompagner vers l'extérieur. J'ai écrit un livre de 405 pages sur cette phrase du Maharal de Prague. Toute la vie, c'est de passer du potentiel au réel. Les gars, ils ont des doctorats de psycho, ils me disent rien, mais tu vas nous foutre au chômage, mais tout est dedans. Je dis, le but, c'est pas qu'il y ait des malades. Enfin, je sais pas, quel est le projet, d'accord? Donc cette idée, c'est quoi? C'est qu'on doit nous-mêmes savoir qui on est pour accompagner notre nous à être nous. C'est que le Pirkei Avot. Im en ani li, mi li. Ouais. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Elle est bizarre cette phrase. Parce que la vérité, si moi j'avais écrit Pirkei Avot, on m'a pas demandé, mais si j'avais écrit Pirkei Avot, moi j'aurais marqué Im en ani ani, mi ani. J'ai écrit si moi je ne suis pas moi, qui va être moi? Bah oui, parce que la seule chose que personne ne peut faire à ma place, c'est être moi. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints par ce phénomène psychiatrique, parce que vous savez, il y a le transfert de culpabilité, c'est de ta faute. Il y a le transfert de responsabilité,
eh bien, t'as qu'à le faire toi. Et après, c'est nouveau, ça vient de sortir, il y a le transfert d'existentialité. C'est des gens qui te reprochent de ne pas exister à leur place. Ça, eux, ils se mettent en mode absence, veille, une doudoune, et tu dis vas-y, assume. Mais chérie, ok, c'est vrai qu'on est deux, mais moi, j'ai un rôle à jouer, toi, tu as un rôle à jouer. Ah, moi, c'est toi qui moi, je m'occupe de l'argent, c'est toi qui t'occupes des gosses. Moi, c'est toi qui t'occupes de... Moi, je m'occupe de la cuisine, bah, toi, t'occupes de ça. Mais non, on est universel. On doit tous exister. On doit tous développer notre potentiel. Donc maintenant, quand moi, c'est quoi im en ani li? C'est si moi, parce que ani ça veut dire moi, et li c'est pour moi. Ani olech le Yerushalayim, vers moi. Lecha, lech lecha, ça veut dire, Hachem il a dit à Abraham Avinu, va pour toi, lech lecha, mais lech lecha ça veut dire aussi va vers toi. Maintenant, les gens aujourd'hui, s'ils ne font pas une thérapie, ils n'arrivent pas à se connaître, à savoir qui ils sont. Mais on a le moussard, qui n'est pas une marque de moussard rasé. C'est une caméra que tu dois mettre au-dessus de ta tête pour t'observer et te regarder vivre et t'analyser. Donc si tu vois que tu rigoles sur un truc qui n'est pas marrant, tu as un problème. Si tu vois que tu pleures sur un truc qui ne te touche pas, tu as un problème. Si tu vois que tu ne dis pas ce que tu penses, tu as un problème. Si tu vois que tu ne fais pas ce que tu dis, tu as un problème. Si tu vois que tu ne fais pas ce que tu penses, tu as un problème. Si tu ne penses pas ce que tu penses, tu as un problème. Non, tu n'as pas un problème de malhonnêteté. Tu as un problème de non-existence. Parce que tu as le moi intérieur, qui est le potentiel, et le moi extérieur, qui est le réel. Maintenant, quand ces deux moi, ils sont identiques, ce qu'on appelle en français être soi, même, le même que soi. Donc c'est quoi im en anili mili? C'est que si j'ai pas un moi en moi qui se préoccupe que mon moi devienne moi, je vais pas y arriver. Maintenant les trois quarts des gens, regardez bien, ils vivent qu'au premier degré. J'ai faim, je dors, je mange, je regarde, je rigole, je plaire. Tu m'énerves, je m'énerve, tu me fais un compliment, je suis content. Il fait beau, ça va, il pleut, je fais la gueule. Mais tu peux pas chérie, tu peux pas. Tu peux pas être entièrement dépendant de l'influence extérieure. Parce que sinon, si l'influence extérieure, elle est action première, donc toi, tu es action deuxième. Ce qu'on appelle en français réaction. Maintenant, si toi, tu es en réaction, c'est que tu n'es pas en action. Or, le contraire d'une réaction, c'est une décision. Pour que ça soit une décision, il faut que ça vienne de toi. Mais pour que ça vienne de toi, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur pour dire « je ». Mais si tu n'as pas appris à connaître ton jeu, si tu n'as pas appris à maîtriser ton jeu, si tu n'as pas appris à respecter ton jeu, si tu n'as pas appris à te satisfaire de ton jeu, il n'y a pas de jeu. C'est comme une femme qui vient me voir, elle me dit, écoutez, Rav Chetri, de moi, mon angoisse, mon cauchemar, ça serait de tomber d'un bateau et d'arriver seul sur une île déserte. D'être seul sur une île déserte. Je dis, écoutez, madame, c'est pas possible. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que dès que vous arrivez, l'île n'est plus déserte. Elle me dit, non, mais c'est pas ça que je veux dire d'être seul, il y a 10 mètres de sable, un palmier, l'immensité, la mort. Moi, j'ai besoin de l'ambiance, du centre commercial, des copines, des amis, de la télé, de Cyril. Et là, il n'y a rien. De rien. Donc, comment je vais faire? Je suis seul sur une île déserte. Je dis, mais madame, si vous êtes sur une île, elle est plus déserte. Alors, elle me regarde du genre, il est fou, quoi, lui. Oui, il a été formé au séminaire de Sherwood. Là, on forme les Robins des Bois. J'ai dit, écoutez, madame, quand le rabbin vous fait répéter la question, c'est pas qu'il n'a pas compris votre question, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi il vous fait répéter. Comme la vie, quand la vie se répète, c'est pas que le bon Dieu bégaye, c'est que tu redoubles. Donc si tu as toujours les mêmes épreuves, c'est que tu n'as pas grandi. Si vous êtes au bout de 10 ans de couple, tu es encore avec ta mère, ta vraie... Tu dis, mon amour, 10 ans. On ne peut pas être les mêmes nuls qu'il y a 10 ans. Alors viens s'il te plaît, on passe à autre chose. Viens, on passe de classe. On se fait un conseil de classe, on se fait un examen de fin d'année, mais on évolue. Après, les gens, ils parlent de la routine, mais la routine, c'est le contraire de l'évolution. Et rappelez-vous que les outils qu'on utilise ne rouillent pas. Alors, on va travailler, Gabriel, au lieu de parler dans le vide. Donc, je dis à cette femme,
quand vous êtes sur l'île, l'île n'est plus déserte. Maintenant, pourquoi j'ai fait répéter la question? Parce qu'effectivement, il y a des gens, quand ils arrivent sur une île déserte, malgré qu'ils sont arrivés, l'île, elle est encore déserte puisque personne n'est arrivé. Maintenant, l'école, la vie, les épreuves, le couple, les enfants, tout ça, c'est fait pour que tu exprimes, pour que tu existes. Or, c'est extérieur, ist, c'est être. C'est pour être à l'extérieur. Maintenant, si toi tu te contentes du regard de l'autre, si toi tu te contentes de l'ambiance, si toi tu te contentes d'être en réaction, si toi tu te contentes d'un train d'exécutant, d'une volonté extérieure qui n'est pas la tienne, tu as un vrai problème, c'est que tu n'as pas vécu ta vie. Or, je rappelle qu'une personne qui a la volonté mais qui n'a pas la capacité de l'exprimer, qui a la conscience mais qui n'est pas capable de bouger, qui a la force mais qui ne peut pas l'appliquer, en français on l'appelle un mort. C'est ça un mort. Un mort, c'est quoi un mort? Un mort, c'est que le mort, il a encore la conscience et la volonté, vous le savez ça? Non? Bon. Pour ça, on ne peut pas mettre un titre devant un mort, on ne peut pas dire un livret de Torah devant un mort. Parce qu'à l'intérieur, il boue, il voudrait étudier la Torah maintenant qu'il a compris, parce qu'il est sorti du baratin. Du Yetzirah, parce qu'il est mort. Maintenant, il n'y a plus le baratin. Le baratin, c'est pas un endroit où on sert des tisanes. Hein, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non, je vous vois tellement concentré, j'ai dit, mince, ils vont croire que c'est sérieux tout ça. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ouais. Il faut beaucoup réfléchir, mais il ne faut pas te prendre au sérieux. Parce que quand tu te poses au sérieux, tu te poses. Et c'est connu que quand l'avion se pose, il a beaucoup de mal à se déplacer. C'est un peu comme le Marocain, il n'y a pas de marche arrière. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que la personne... Moi, je m'en fiche, je suis Marocain, mais je me soigne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on réfléchit, quand on parle du rapport avec soi, du rapport avec l'autre, du rapport avec le conjoint, du rapport avec la vie, du rapport avec le travail, du rapport avec la maladie, du rapport avec la santé, parce qu'il faut assumer la santé. C'est pas comme les gens qui n'assument pas la santé, le jour où ils sont malades, ils regrettent la santé. Mais la maladie, elle a été créée pour que tu comprennes que c'est important d'être en bonne santé. Si on n'avait pas la tristesse, on ne pourrait pas apprécier la joie. S'il n'y a pas la nuit, comment on apprécierait le jour? Ça s'appelle le contraste. Alors, il ne faut pas le pousser à fond, parce que sinon, tu compares ta femme avec la voisine, et le contraste est troublant des fois. Sauf s'il est vendu en bouteille, et ce qu'on appelle le contrex. D'accord? Mais si c'est ça, donc on se retrouve avec une situation où on a rendez-vous avec l'autre, mais l'autre, en fin de compte, c'est quoi? C'est la résonance de Dieu. Bah oui, parce que pour dire à l'autre vraiment ce que je pense, il faut que je sente que j'ai Dieu au-dessus de ma tête. Pour faire vraiment ce que je dis, il faut que j'ai Dieu au-dessus de ma tête. Ah, les gens disent, mais j'ai pas besoin de Dieu, j'ai une conscience. Regarde, les nazis, ils avaient conscience, ils avaient de la culture, ils avaient une conscience, mais ça sert à rien. Donc tu es obligé d'avoir une conscience. Ça, c'est normal, comme la vache, elle est consciente qu'elle mange l'herbe, comme l'autre qui fume l'herbe. Ouais, d'accord? Tu faut avoir la conscience de la conscience, c'est-à-dire que tu dois être conscient que tu es conscient. Là, ça devient intéressant. Donc la conscience, c'est le jeu. L'autre conscience, c'est l'autre jeu. Mais au-dessus de ta conscience, il faut une autorité divine, objective, qui n'a rien à voir avec tes intérêts personnels. Si tu n'as pas un système d'objectivation de ta conscience, avec ta conscience, tu vas être à côté de la plaque. Ce qu'on appelle vulgairement la conscience morale. Or, la conscience mentale, c'est l'éclairage du cerveau sur la vie. La conscience morale, c'est l'éclairage de l'âme sur le cerveau. Alors avant, même les non-juifs, ils disaient « en mon âme et conscience ». Maintenant, l'âme, c'est devenu proscrit, et la conscience, ça empêche la consommation. Donc du coup, ils ont éliminé les deux. Mais en vérité, un homme, il devrait être tout le temps, en âme et conscience. En âme et conscience. Maintenant, c'est quoi? L'âme, elle est divine. Comme elle est divine, elle est par définition objective. Un peu comme le quartz. Pourquoi on met du quartz dans les manteaux, vous savez ou non? Non? Mais sortez un peu, c'est pas possible. Le quartz, il a une vibration qui est permanente et qui est régulière. C'est la seule manière de réguler le mouvement de la montre. Donc maintenant, c'est comme si la neshama, c'est le quartz. Donc elle va t'envoyer une impulsion objective. Quand toi, tu voudras faire des bêtises, tu diras, ah, je me sens mal. Regarde comment tu dis en français. Ah, mais j'ai mauvaise conscience. Mais d'où elle vient la mauvaise conscience? Elle vient pas de ta conscience à toi, puisque ta conscience à toi est la bonne conscience. Je crois que le mec qui trompe sa femme, il a bonne conscience, non? Et il est tout à fait conscient. La preuve, c'est de faire un adultère dans le coma, ça n'a aucun kiff. Tu te réveilles le lendemain matin, il dit, alors comment c'était? Il dit, je sais pas, je dormais. D'accord, mais... Donc l'inconscience mentale, évidemment qu'on l'a, mais la conscience morale, c'est celle qui vient de l'âme. Rappelez-vous que dans la pile, la lampe, il y a les piles,
il y a l'ampoule et il y a un petit contact, un petit métal de cuivre qui fait le contact avec la pile et l'ampoule. Et bien, la pile, c'est la neshama, l'ampoule, c'est le corps qui va projeter, et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nefesh, il y a le jeu, il y a le da'at, il y a la conscience, il y a la maturité. Mais si tu enlèves le petit bout de métal au milieu, à quoi ça te sert d'avoir une neshama? Puisque de toute façon, tu ne peux pas éclairer puisqu'il manque le contact. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas la conscience de ta conscience, c'est même pas sûr que tu vis ta vie. C'est pour ça que tu vois des gens qui se réveillent comme ça à 40 ans, après un accident de la route, ou une grave maladie, ou un divorce, ou l'éclairage de la voisine. Il y en a qui se rendent compte que leur femme est moche grâce à la voisine. C'est énorme. Et d'un seul coup, ouais, j'ai pas vécu ma vie, j'ai jamais été moi-même. De toute façon, ces études-là, je les fais parce que mon frère, il m'a obligé. J'ai fait ce métier parce que j'avais fait ces études. J'habite là parce que c'est pas loin de mon travail. Je l'ai épousée parce qu'elle m'a fait le coup de la panne. Les enfants, ils sont nés parce que, soi-disant, on a eu des relations. Le mec, toute sa vie, là, genre, il a rien choisi. Un seul coup, il se réveille. C'est la deuxième crise. C'est qu'un homme subit 2 crises dans sa vie. C'est des périodes 14-18 et 39-45. C'est vraiment des crises mondiales. Bon, la crise de 14-18, c'est la crise d'ado, qui aujourd'hui se perpétue jusqu'à 23, puisque les 5 ans de PlayStation décalent la maturité. À force de se prendre pour Spider-Man, comment veux-tu qu'il s'assume en tant que Spider-Man? D'accord? Donc maintenant, donc il y a ça, et il y a la crise de la quarantaine. D'accord? Donc chez le monsieur, c'est le bonheur est ailleurs, et chez la madame, tout est à refaire. Elle veut devenir Silicon Valley. Tu dis, mais mon amour, tu es magnifique, tu es extraordinaire, tu es bien, j'aime tes rides. Non, Botox, Tralodox, Faclosos, la cote. Je te sens tendu. Elle rigole, elle déchire son dos. Ah, c'est pas un lifting qu'ils lui ont fait. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, si elle n'a pas fait cet effort d'avoir rendez-vous avec elle-même, elle ne pourra pas avoir non plus rendez-vous avec Hachem. C'est ça Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? Je ne sais pas si vous avez l'occasion un petit peu d'étudier. Mais Rosh Hashanah, il n'y a rien de spécial. À Pessah, on mange la matzah. À Sukkot, on dort, on mange dans la souka. Mais à Rosh Hashanah, il n'y a rien de spécial. Tu dis, il y a le shofar. Mais non, le shofar, c'est pour le jugement. C'est pour annoncer le jugement. Donc en fait, à Rosh Hashanah, il n'y a rien de spécial, sauf que ce jour-là, tu sais qu'on te regarde. Et là, il y a un phénomène psychiatrique extrêmement dangereux, ce qu'on appelle en pensée freudienne, la pause. La pause. La pause, ça veut dire que quand tu es assis à un bar mitzvah, un mariage, avec des amis, en train de rigoler, de boire une bourra, et il y a le photographe qui s'arrête pour prendre la table, d'un seul coup, tu poses. Tu montes ton meilleur profil, tu rentres ton ventre, tu tires sur tes rides, parce que tu poses. Mais chérie, il faut être naturel. Je te prends une photo, je te prends une photo. C'est comme les femmes, tu leur prends une photo avec ton portable, fais voir la photo, efface là, efface là, efface là. Mais chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. C'est un truc bizarre. Tu veux que je t'efface toi aussi? Non, c'est une blague. Hein, mais c'est vrai que c'est dur à prendre. Donc Rosh Hashanah, c'est ça. C'est un rendez-vous que tu as avec Hachem. D'accord? Parce que tout ce jour-là, tu ne vas rien faire d'autre que ce qu'un juif est censé faire. Tu vas te lever le matin, tu vas faire une Tziat Yadayim. Après, tu vas aller t'habiller avec pudeur pour faire ta toilette. Après, tu vas aller faire tes brachot. Après, tu vas à la synagogue. Tu vas faire les Mizmorim. Tu vas faire le schéma avec la Kavana. Tu vas faire la Hamida avec la concentration. Et tu vas finir la prière. Tu vas répondre à tous les kaddish. Tu ne vas pas parler pendant la prière. Après, tu vas rentrer à la maison. Tu vas faire Motzi avec la Kavana. Tu vas faire Perkat Amazon avec la Kavana. Tu vas passer du temps avec ta famille. Tu vas dire des livrets Torah. Tu ne vas pas faire du Lashon Hara. Après, tu vas aller te reposer un peu ou lire des Teilim. Après, tu vas retourner à Mincha. Après, tu vas aller à Arvit. En fin de compte, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est la vie normale d'un juif. Vous avez vu ou non? Sauf que ce jour-là, tu sais qu'on te regarde. Donc, Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, ou tu vas être naturel, ou tu vas prendre la pause. Si tu prends la pause, c'est dangereux, puisque ce jour-là, on te juge tel que tu es. Donc, si tu fais semblant, on fait semblant de te juger. C'est comme si moi, je fais semblant d'aller à la fac. Et à la fin, je dis, donnez-moi le diplôme de médecin. Je ne peux pas donner le diplôme de médecin, tu as fait semblant de venir. Tu fais semblant dans ta mari,
Tu peux pas avoir le respect de ta femme, puisque tu as fait semblant d'être un mari. Si toi, tu as fait semblant d'être une femme, je peux pas te regarder comme ma femme, puisque tu as fait semblant d'être ma femme. Donc le semblant, ça marche pas. C'est valable pour les décors de cinéma. Mais dans la réalité, ça marche pas. Il faut du réel, il faut du concret. Donc maintenant, on a un problème. Parce que si on est jugé à Rosh Hashanah tel qu'on est ce jour-là, c'est extraordinaire. Parce que ce jour-là, je vais être un tzaddik, hop, c'est bon pour toute l'année. Mais d'un autre côté, si vous prenez des pommes de terre, des os, de la viande grasse, du blé, des haricots, de la date, il y en a qui mettent de l'huile, des suicidaires. À la fin, vous mettez tout ça à cuire, ça ne peut pas faire un fraisier. Je dis, vraiment, alors là, je ne m'attendais pas. Un fraisier, puis là, le gâteau, la crème, les fraises. Puis, mais ça, c'est pas possible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être autre chose que le résultat de ce qu'on a vécu. Donc je ne peux pas être embêtant, lourd, débile, pourri, angoissé, nerveux, laxatif, embrouilleur, fumeur de joint, et être le tzaddik de Rosh Hashanah. Le tzaddik. C'est-à-dire que la veille, tu es en train de... Et le matin, tu... Baruch Hashem, Man Hashem, Baruch Hashem, Man Hashem. Kevin, Mordechai. Donc, comme le temps imparti est passé, j'ai encore un petit peu à vous dire, mais j'ai une chaîne YouTube, il y a plus de 300 cours dessus, donc vous pourrez espérer finir de les écouter et de les travailler avant de quitter ce monde. Donc, c'est de l'humour noir. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout va être déterminé à Rosh Hashanah. Maintenant, la malchance qu'on a, c'est que ça dure qu'un jour. Mais la chance qu'on a, c'est que la Teshuvah, le repentir, ont été créés avant la création du monde. Et quand Dieu a créé la matière, il a créé le temps. Donc la Teshuvah qui a existé avant le temps, elle n'est pas soumise au temps. Deuxièmement, le Maharal de Prague, il dit que Dvarim Asichnim Enam Mitachat Hazman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. C'est que le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Oui, il faudrait quelques heures pour vous expliquer ce que ça veut dire, mais pour vous donner une image, l'œil physique ne peut voir que 24 images par seconde. Mais l'œil mental peut voir 24 millions d'images. Dans le cerveau, ça va à une vitesse incroyable. Ils n'ont pas trouvé encore un ordinateur qui va aussi vite que le cerveau. Maintenant, je ne parle pas de la fonction consciente du cerveau, qui est 0,001% chez Albert Einstein. Donc chez un mec moyen, c'est ce qu'on appelle un électroencéphalogramme plat. Ouais. Mais je parle de la fonction inconsciente du cerveau, qui gère l'équilibre, le truc, les plaquettes, le développement, l'usure des cartilages, la perception du monde. C'est-à-dire des millions et des millions et des millions et des millions d'opérations par centième de seconde. Ouais. Pourquoi c'est tellement rapide le cerveau? Pas parce qu'il est rapide, parce qu'il n'est pas soumis au temps. Un jour, si on a le temps, je vous ferai un cours sur le temps. C'est pour que vous preniez le temps de comprendre que le présent est un présent pour les gens qui ont compris que chaque présent est un présent auquel il faut répondre présent. Je sais, ça fait mal à la tête, mais comme je viens une fois tous les 4 ans, vous avez le temps de décompresser. En 3 mots. D'accord. Donc si c'est ça, Rosh Hashanah, c'est un moment de prise de conscience. Or, la prise de conscience, grâce à Dieu, elle se fait dans le cœur et dans la tête. Et dans la tête, il n'y a pas de temps. Donc, même si on a été brêle pendant des années, et même si on est un peu condamné quelque part parce qu'on s'appelle Jacques, restez concentrés, ne me quittez pas. Oui, on peut rattraper ce temps, peut-être même en une journée. Et la preuve, c'est que les plus grandes décisions de sa vie, on les prend une seconde. Quand tu croises la personne, tu la vois, tu dis c'est elle. Tu dis t'es fou, on se marie pas comme ça. Grâce à Dieu, ça fait 52 ans, ils sont très bien. Alors que l'autre, il a voulu tester 30 millions de consommateurs. Ouais, se faire copain avec 30 millions d'amis. Et tu crois qu'il est plus heureux, celui-là? C'est pareil, tu rentres dans une maison. Tu rentres dans la maison, soi-disant les études, les statistiques, le calcul, la taille, la faisabilité, le paiement, le crédit, le khababa. C'est faux. Tu es rentré, tu t'es senti, tu dis c'est chez moi ici. Et tu l'as acheté, tu l'as payé. C'est normal. C'est qu'en fin de compte, les plus grandes décisions de ta vie, tu les apprends en 3 secondes. Alors pourquoi on réfléchit alors? C'est que les gens disent, vous savez, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de donner le temps au temps, j'ai besoin de sentir. Nous aussi, on voudrait le sentir. Alors, mets un déodorant, parce que là, pour l'instant, on sent autre chose, d'accord? Ça veut rien dire, il n'y a rien à sentir, Baba. T'es là, t'es là.
T'es là, il est là, vas-y, fais son bonheur. Ouais, c'est pas évident. Alors casse-toi. L'enfant, il est là, assume-le. Oui, mais vous savez, il est petit, il m'écoute pas, il est trop grand, il m'écoute plus. Toi, tu confonds l'éducation et l'élevage. C'est ça ton problème. C'est quelle est la différence entre l'éducation et l'élevage? Vous savez quand même, non? Ben, dans l'élevage, celui qui éduque n'évolue pas en même temps. L'éleveur de poulet, il n'a pas développé son QI. Pourtant, il pourrait en avoir 30 000. QI. Alors que celui qui éduque des enfants, comment tu sais qu'il éduque? Parce qu'il évolue en même temps qu'il éduque. Puisque l'enfant a un défaut majeur, c'est que puisque ce qu'il contient, ça vient de toi, donc les rendez-vous que tu as ratés quand tu étais jeune, tu les retrouves quand tu as des enfants. C'est ça la frustration d'un père juif, c'est qu'il ne veut pas dire à son fils d'Ormal. Sauf s'il a un voisin très entreprenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est un rendez-vous avec la conscience, c'est un rendez-vous avec la crainte, c'est un rendez-vous avec la réflexion, c'est un rendez-vous avec la remise en cause. Alors, tu es prêt à te remettre en cause? J'ai même pas fini l'explication de la remise en cause. Oh, je bien fatigué. Donc, on souhaite, Bezrat Hashem, que vous allez vraiment vivre un Rosh Hashanah de Rosh Hashinouï, le début du changement, avec un Rosh Chodesh qui soit un Rosh Chadash, avec une nouvelle tête. Étudiez, prenez du temps, fixez-vous des objectifs, n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, mais surtout, restez concentrés sur la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité, en fin de compte, c'est le but. Tout le reste, c'est les moyens. Maintenant, pour pouvoir évoluer dans la Torah, tu as besoin d'avoir une bonne parnassa. Parce que si tu travailles 23 heures par jour pour gagner 500 €, tu ne pourras pas. Tu as besoin d'avoir une femme et un mari gentils, donc il va falloir le shalom bayit pour pouvoir évoluer dans la spiritualité. Tu as besoin d'avoir des enfants normaux, parce que si tu as un psychopathe et un bipolaire, tu vas devenir cinglé. Donc tu as besoin d'avoir des enfants normaux, donc le bon Dieu il va t'aider pour l'éducation. Tu as besoin d'avoir des clients gentils, tu as besoin d'avoir un patron généreux, tu as besoin d'avoir un magasin bien placé. Donc toute la spiritualité, c'est elle qui va générer la matérialité. Parce que la matérialité, c'est les moyens, et la spiritualité, c'est le but. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est plus facile d'avoir des moyens quand on a un but? Oui, ou d'avoir un but quand on a des moyens? Non, parce que celui qui a des moyens, il n'a pas de but. Parce que le seul but qu'il a, c'est lui. Il a fait de lui-même un but. D'ailleurs, on dit en français, il est un but de sa personne. Mais la spiritualité, c'est l'inverse. C'est que plus tu es petit, plus tu fais des choses grandes. Ah, maintenant, si quelqu'un il va dire, oui, alors il faut s'annihiler, il faut se détruire. Non, parce que quand tu t'es cassé toute la journée, il reste assez pour frimer pendant 8 ans. Donc, t'en fais pas que tu vas pas t'oublier. Par contre, quand tu as cassé ta superficialité, tu as cassé ton orgueil, tu as cassé ta bêtise, tu peux dévoiler des choses intérieures qui sont vraiment toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences à exister le jour où tu meurs. Mais pas physiquement. Vous suivez ou non? Parce que quand tu tues ta peur, quand tu tues le peureux qui est en toi, tu deviens courageux. Quand tu tues le paresseux, tu deviens travailleur. Quand tu tues l'idiot, tu deviens intelligent. Quand tu tues le radin, tu deviens généreux. Donc combien il faut tuer de personnes pour être quelqu'un de bien? C'est comment on reconnaît les pauvres types? Parce qu'ils disent, mais de toute façon, moi j'ai tué personne. C'est ça ton problème. Tu aurais dû en tuer une dizaine, mais à l'intérieur. Donc les gens bien, ils tuent ce qui est mal en eux pour être bien dehors. Et les gens mauvais, ils tuent ce qui est dehors pour se sentir bien. Alors on vous souhaite, Bezrat Hashem, d'être vivant et d'être inscrit dans le livre de la vie. Hazak. Rav Yirka Ben Shefri, messieurs, dames.